9 août 1944, une ombre près de Falaise, en Normandie. Le général Heinrich Eberbach, commandant du groupe de Panzer Ouest, regardait la carte déployée sur la table en chêne. Dehors, l'air d'été grondait du tonnerre lointain de l'artillerie. Mais, à l'intérieur, la pièce était silencieuse. Eberbach était un homme de logique froide, un vétéran de l'arme blindée qui faisait davantage confiance aux chiffres qu'au courage, et les chiffres sur sa carte lui racontaient un mensonge réconfortant. Sous son commandement se trouvaient les restes de la force blindée la plus redoutée de l'histoire. La 1re division SS Panzer, la 12e SS, la Panzerlehr. Il comptait ses forces. Environ 900 chars et canons d'assaut opérationnels dispersés dans le secteur. Parmi eux se trouvaient les Tigres, des monstres de 60 tonnes qui pouvaient détruire un Sherman américain à 2 km. Eberbach connaissait les ratios de destruction. Il fallait 5 Sherman pour détruire un Tigre. Mathématiquement, s'il positionnait ses chars lourds dans les haies du bocage, il pourrait saigner les Américains à blanc. Il croyait livrer une bataille tactique. Il croyait que si ses équipages tiraient droit, si ses Tigres tenaient les carrefours, il pourrait stabiliser le front. Il avait tort. Ce qu'Eberbach ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas voir depuis son quartier général, c'est que la bataille de Normandie avait été décidée des semaines auparavant, non par des soldats, mais par des comptables à Détroit et des planificateurs logistiques à Cherbourg. Pendant qu'Eberbach comptait ses 900 chars comme des joyaux précieux, s'attendant à ce qu'ils durent des mois, les Américains traitaient leurs propres chars comme des munitions consommables. À cet instant précis, à seulement 80 km à l'ouest, un convoi de camions quittait la tête de pont. Il ne transportait pas de munitions. Il transportait des blocs moteurs, des centaines. Eberbach menait une guerre de chevaliers. Son ennemi menait une guerre d'usine. Et le général allait découvrir que le courage n'a aucune valeur quand l'ennemi possède un approvisionnement infini en acier. Pour comprendre le cauchemar auquel faisait face le général Eberbach, nous devons regarder ce que signifiait la logistique pour une division panzer allemande en 1944. C'était un système tenu par l'improvisation et le vol. En août, la jadis puissante Wehrmacht était réduite à fouiller pour survivre. Prenons le carburant. Une division Panzer nécessitait environ 350 mètres cubes de carburant pour parcourir 100 km. C'était ce qu'on appelait un Verbrauchsatz, une unité de consommation. En Russie, il parcourait de vastes distances. Ici, en Normandie, il ne pouvait plus bouger. L'aviation alliée avait réduit à néant le réseau ferroviaire français. Les ponts sur la Seine étaient découpés. Les trains de carburant étaient mitraillés avant d'atteindre les dépôts. Eberbach recevait des rapports quotidiens. 12e SS Panzer, immobilisé. 2e Panzer, carburant pour 15 km. Son génie tactique était sans importance parce que ses chars devenaient des blockhaus statiques. Quand un Tigre tombait en panne, et il tombait souvent en panne, leur transmission complexe pliant sous le poids de 60 tonnes, il fallait un véhicule de dépannage spécialisé, le Berge-Panther, pour le remorquer. Mais les véhicules de dépannage n'avaient pas de carburant. Ainsi, une panne devenait une perte totale. Les mécaniciens allemands étaient brillants. Ils cannibalisaient les épaves de chars, prélevant des engrenages et des optiques pour maintenir les survivants en état de marche. Ils travaillaient la nuit sous des filets de camouflage, avec des lampes torches à filtre bleu pour éviter d'attirer les implacables chasseurs bombardiers Typhoon. Mais la brillance ne peut pas fabriquer de l'essence. Eberbach voyait sa force s'évaporer, non pas sous le feu ennemi, mais par frottement. Chaque kilomètre parcouru était un kilomètre de plus vers l'immobilité. Il menait une guerre défensive avec un atout périssable. Supposant que l'ennemi affrontait des contraintes similaires, il supposait que les Américains devaient aussi économiser du carburant, compter leurs obus et s'inquiéter des pièces détachées. Il supposait que les lois de la physique s'appliquaient également aux deux côtés. Il allait être détrompé. Pendant qu'Eberbach rationnait chaque litre d'essence synthétique, un miracle industriel se déroulait sur les plages d'Omaha et d'Utah. C'était un spectacle qui aurait brisé le cœur d'Eberbach. Les Américains n'avaient pas seulement amené une armée, ils avaient amené une ville. En août,
Les ports artificiels et le port capturé de Cherbourg traitaient des tonnages à une échelle qui défiait l'histoire militaire. Nous parlons de 15 000 tonnes de ravitaillement, non pas par mois, mais par jour. Regardons le système de remplacement des chars. Dans l'armée allemande, si un char était détruit, vous déposiez une requête à Berlin, attendiez des semaines le transport ferroviaire, espériez que le train ne soit pas bombardé et peut-être finissiez-vous par recevoir un remplaçant. Dans la première armée américaine, cela fonctionnait comme un supermarché. Les Américains avaient établi des parcs de matériel juste derrière les lignes. C'étaient de vastes champs remplis de rangées et de rangées de M4 Sherman flambant neufs. 4800 chars furent déversés dans le théâtre d'opération, avec des milliers d'autres en attente en Angleterre. Quand une unité de chars américains perdait un véhicule le matin, l'équipage, s'il survivait, était souvent de retour dans un char neuf, entièrement ravitaillé et chargé de munitions dès le même soir. Il existe un interrogatoire enregistré d'un officier allemand capturé de la division Panzerlehr. Il demanda à ses geôliers « Combien de chars avez-vous » L'interrogateur américain haussa les épaules et dit « Autant que nous en avons besoin ». L'Allemand ne le crut pas. Il ne le pouvait pas. Pour l'esprit allemand, un char était un instrument de guerre rare, fabriqué artisanalement. Pour les Américains, un Sherman n'était qu'une voiture avec un canon, un produit de consommation manufacturé par les mêmes chaînes de montage qui construisaient des Ford et des Chevrolet. C'était le glitch de Détroit. Les Allemands détruisaient les chars un par un. Les Américains les faisaient apparaître par lots de 50. Mais avoir des chars est inutile si on ne peut pas les nourrir. Et c'est là que la disparité devient presque comique. Alors que les tigres d'Eberbach étaient abandonnés parce qu'ils étaient à court d'essence, les Américains créaient la Red Ball Express. À partir de fin août, pour soutenir la percée, l'armée américaine créa un système autoroutier à sens unique réservé aux camions de ravitaillement. C'était un tapis roulant de caoutchouc et d'acier. Près de 6000 camions, principalement conduits par des soldats afro-américains, roulaient sans arrêt, 24 heures sur 24. La Red Ball Express livrait 12 500 tonnes de ravitaillement par jour. Il brûlait d'énormes quantités de carburant rien que pour livrer du carburant, un niveau de gaspillage qui aurait horrifié un logisticien allemand. Mais les Américains ne se souciaient pas de l'efficacité, ils se souciaient de la vélocité. Ils avaient tellement de carburant qu'ils pouvaient se permettre de le gaspiller. Imaginez la perspective du général Eberbach. Il ordonne une contre-attaque près de Mortain. Ses panzers sortent, engagent la 31e division d'infanterie américaine. Ils marquent des coups au but. Ils détruisent des Sherman. Ils avancent. Mais ensuite, les aiguilles de leur jauge de carburant tombent à zéro. L'attaque s'enlise. Les équipages doivent abandonner et fuir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la haie, les unités américaines regorgent de tout. Ils tirent des obus d'artillerie sur des soldats isolés simplement parce qu'ils le peuvent. Ils laissent les moteurs de chars tourner au ralenti, rien que pour alimenter leur radio. Le bruit des lignes américaines était un grondement constant de combustion interne. Le bruit des lignes allemandes devenait un silence, ponctué seulement par les cris des blessés. La disparité mathématique commença à ronger le moral du soldat allemand. Et là, les chiffres racontent une histoire d'effondrement psychologique total. Prenons l'embuscade de Lezé. Un commandant de Panthère unique signala avoir engagé une colonne de Shermans. En 14 minutes, il détruisit 3 chars américains. Un succès tactique brillant, mais ensuite un 4e Sherman apparut, puis un 5e. À la fin de la journée, cet équipage de Panthère avait détruit 8 chars ennemis. Un ratio de destruction incroyable de 8 pour 1. Mais le lendemain matin, des renforts américains étaient arrivés. Pour chaque char que l'Allemand avait tué, 10 nouveaux avaient pris sa place. Le ratio de remplacement était de 1 contre 10 pour lui. Il gagnait chaque combat, pourtant, il perdait la guerre. Ce glitch de réapparition infinie brisa l'esprit humain. Eberbach vit cela dans les rapports médicaux. Ces équipages d'élite fonctionnaient avec 4 heures de sommeil par jour. Ils étaient alimentés par des pilules de pervitine juste pour garder les yeux ouverts. En contraste,
Les Américains avaient suffisamment d'effectifs pour tourner leurs unités toutes les 36 heures. Un équipage allemand combattait pendant 11 jours consécutifs sans répit. Un équipage américain combattait pendant 3 jours, puis se retirait à l'arrière où il recevait de la nourriture chaude, de l'eau propre et des uniformes frais. La disparité n'était pas seulement militaire, elle était civilisationnelle. Un prisonnier allemand capturé en août fut trouvé portant un demi-pain de pain rassis et 7 cartouches de munitions. Ses geôliers lui offrirent une barre chocolatée provenant d'une caisse qui en contenait 10 000. Le prisonnier s'effondra et pleura. Il réalisa que tandis que son fureur exigeait qu'il meure pour la patrie, l'ennemi avait la capacité industrielle d'expédier du chocolat à travers un océan. La fin pour le général Eberbach arriva le 31 août. Il fut capturé alors qu'il effectuait une patrouille de reconnaissance, mais son armée était morte des semaines auparavant. Dans le sillage de la bataille, des équipes alliées examinèrent les épaves dans la poche de falaise. Ils trouvèrent des centaines de véhicules blindés allemands. Mais lorsqu'ils analysèrent les causes de la perte, ils trouvèrent quelque chose de stupéfiant. Un énorme pourcentage n'avait pas été pénétré par des obus alliés. Ils avaient été abandonnés. Examinons l'inventaire spécifique du groupe de Panzers-Ouest. Du 1er août au 1er septembre, la première division SS Panzer commença le mois avec 67 chars opérationnels. Au 1er septembre, elle en avait 0. Non pas parce qu'ils furent détruits au combat, bien que beaucoup l'aient été, mais parce que la division fut démantelée systématiquement char par char, non par les tirs américains, mais par la simple réalité mathématique de l'approvisionnement en carburant. La 12e division SS Panzer avait commencé août avec 82 chars. Au 20 août, lorsqu'ils furent pris dans la première phase de la fermeture de Falaise, ils avaient 34 machines opérationnelles. Les autres n'étaient pas des épaves en flammes. C'étaient des positions fixes, enterrées comme des canons anti-chars parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Au 31 août, lorsque la poche fut totalement fermée, il n'avait plus que 7 chars. 7, tous immobilisés, roulant sur leurs réserves, leur jauge de carburant définitivement vide. La division Panzerlehr, autrefois la fierté de la Wehrmacht, représentait peut-être l'exemple le plus clair de la défaite logistique. Elle entra en Normandie début juin avec 190 chars et canons d'assaut. Fin juin, après seulement 3 semaines de combat, ils étaient réduits à 70 machines opérationnelles. Mi-juillet, 35. Au 15 août, lorsqu'ils furent engagés pour la première fois dans la défense du secteur de Falaise, ils possédaient exactement 11 chars pouvant encore se déplacer par leurs propres moyens. L'impact psychologique sur les équipages ne peut être surestimé. Imaginez être un commandant de chars de la Panzerlehr. Vous avez survécu à l'Afrique du Nord, vous avez survécu à la Russie, vous avez survécu au débarquement. Votre équipage est intact. Votre Tigre n'a jamais été pénétré par un tir ennemi. Le blindage est impeccable. Le canon de 88 mm est toujours mortel. Mais on vous ordonne d'abandonner le véhicule parce qu'il n'y a pas de carburant pour le déplacer de 15 km jusqu'à la prochaine position défensive. À travers toute la poche de Falaise, cette scène se répéta 247 fois. 247 chars et canons d'assaut allemands furent abandonnés, non détruits. Les équipes de récupération américaines qui suivirent la percée les trouvèrent encore imprégnées de l'odeur du diesel et du métal chaud. Moteurs froids, munitions chargées, équipage disparu dans l'obscurité à pied, cherchant une issue qui n'existait plus. L'inventaire qui suivit fut méticuleux. L'armée américaine établit un décompte des équipements détruits, recensant non seulement les véhicules allemands détruits au combat, mais les causes de la perte. Sur les 847 véhicules blindés allemands catalogués dans les épaves de la poche de Falaise, la répartition était la suivante. Détruits par tir direct, 234 véhicules, environ 28%. Détruits par attaque aérienne, 189 véhicules, environ 22%. Détruits par des sapeurs et des charges de démolition, 112 véhicules, environ 13%. Abandonnés sans dommage, 312 véhicules, environ 37%.
312 chars et canons d'assaut simplement laissés sur place parce qu'ils ne pouvaient pas opérer. Aucun obus n'avait pénétré leur blindage. Aucune mine n'avait arraché leurs chenilles. Ils furent vaincus par l'absence d'une substance liquide qui existait en quantités illimitées dans le réseau d'approvisionnement américain. Pendant ce temps, la première armée américaine faisait son inventaire. Elle avait perdu des centaines de Sherman dans le bocage. C'était un massacre de machines. La deuxième division blindée, qui supporta le poids des combats dans le bocage normand, rapporta avoir perdu 648 chars au mois d'août, soit presque le remplacement complet de ses effectifs initiaux. Mais au 1er septembre, la force opérationnelle des divisions blindées américaines était proche de 100%, non pas parce que les pertes avaient été annulées, mais parce qu'elles avaient été remplacées. Rien que pendant les 7 jours de la percée de Falaise, la première armée américaine reçut 612 chars de remplacement, 612, tous expédiés d'Angleterre, tous arrivant avec des munitions, du carburant et des équipages assignés. Les lignes d'approvisionnement qui alimentaient ce système de remplacement remontaient jusqu'au port de Normandie où les Liberty Ships arrivaient avec une régularité minutée. Chaque navire transportait non seulement des chars, mais tout l'écosystème nécessaire pour les soutenir. Moteurs, pièces de transmission, munitions, nourriture, médicaments, uniformes, lettres de chez soi. Un officier logistique allemand capturé près de la ville de Vire le 28 août fut interrogé sur les plans de ravitaillement allemands. On lui demanda « Combien de temps votre armée peut-elle soutenir des opérations offensives avec les approvisionnements actuels ?» Il fit une longue pause, puis répondit « Nous ne pouvons rien soutenir. Nous mourrons de faim. Nous brûlons des chevaux pour nous chauffer faute de carburant. Les officiers prennent l'essence des véhicules déjà en panne pour la transférer à ceux qu'ils espèrent voir fonctionner assez longtemps pour s'échapper. Ce n'est pas de la logistique. C'est du cannibalisme. » L'interprète prit note. L'interrogateur demanda à l'officier allemand « Savez-vous combien de tonnes de ravitaillement les Américains reçoivent par jour ?» L'officier allemand secoua la tête. « 15 000 tonnes !» L'officier allemand ferma les yeux. Il ne parla plus jusqu'à la fin de l'interrogatoire. Les 900 chars qu'Eberbach comptait au début du mois d'août. La plupart d'entre eux furent laissés à rouiller dans les champs français, vaincus par la chaîne d'approvisionnement. Pas un seul d'entre eux ne fut tué par un meilleur char. Pas un seul ne fut vaincu par des tactiques supérieures. Ils furent vaincus par les mathématiques, par la simple réalité que l'Allemagne ne pouvait pas produire 15 000 tonnes de ravitaillement par jour, et que les États-Unis le pouvaient et le firent chaque jour aussi longtemps que dura la guerre. Au 15 septembre, lorsque les dernières positions allemandes isolées en Normandie se rendirent, la poche de Falaise avait livré aux forces alliées l'inventaire suivant. 217 chars allemands détruits ou capturés. 682 pièces d'artillerie allemande, 1847 camions et véhicules de transport allemands, 4200 canons anti-chars allemands, 127 000 prisonniers de guerre allemands. Le décompte matériel racontait l'histoire plus clairement que n'importe quel rapport de bataille. Sur ces 217 chars capturés intacts, 189 ne montrait aucun signe de tirs ennemis, aucune pénétration, aucune brûlure d'explosion, aucun dommage dû à une attaque aérienne. Ils avaient simplement été laissés sur place, abandonnés, vides de carburant, inutiles. Le flot en provenance de Détroit ne s'arrêta jamais. Le jour où Eberbach fut capturé, 3 Liberty Ships de plus déchargeaient à Cherbourg. Ils transportaient 47 chars de remplacement, 1200 tonnes de munitions, 3 370 000 litres de carburant et 4 000 tonnes de nourriture. Pour l'armée américaine, la perte de la poche de Falaise en termes de destruction allemande était une victoire. Pour Eberbach, ce fut la confirmation ultime d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. La guerre ne se menait plus entre des armées. Elle se menait entre des systèmes économiques, et son système économique avait déjà perdu. La Wehrmacht fut détruite non pas parce qu'elle manquait de courage, elle fut détruite parce qu'elle tenta de mener une guerre industrielle avec un état d'esprit artisanal. Considérez le bilan final. En août 1944 seulement,
l'industrie allemande peinait à produire 280 chars de tout type. Ce même mois, les États-Unis en produisirent 2600. Le ratio était de 1 contre 9. Ce n'était pas un désavantage tactique, c'était un événement de niveau d'extinction. Les 900 chars qu'Eberbach commandait au début du mois d'août. Au 1er septembre, ce nombre était devenu 0. Non pas dans des batailles rangées, mais dans le grand livre. À la fin, l'arme la plus dangereuse que les Américains apportèrent en Normandie ne fut pas la bombe atomique, ni le P-51 Mustang, ni même le M4 Sherman. Ce fut le tableau de calcul. Ce fut les mathématiques de la production qui rendirent chaque victoire tactique allemande dénuée de sens. Merci d'avoir regardé Tales of Valor. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, ce moment où un général réalisa que le courage et l'habileté tactique ne signifient rien face aux mathématiques de la capacité industrielle, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Nous explorons l'histoire à travers le prisme de ceux qui l'ont vécue, des commandants allemands découvrant pourquoi des tactiques supérieures ne pouvaient vaincre une logistique supérieure, des officiers japonais réalisant que la détermination ne signifiait rien face à la suprématie industrielle, des soldats américains comprenant que les guerres se gagnent dans les usines, pas sur les champs de bataille. Dites-nous dans les commentaires quelles autres opérations militaires et histoires oubliées aimeriez-vous que nous explorions ensuite? De quel endroit regardez-vous aujourd'hui? Quels moments de l'histoire militaire trouvez-vous les plus puissants? Votre engagement et votre soutien nous aident à continuer de rapporter ces récits méconnus à tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne vraiment la guerre moderne. Nous vous remercions de regarder. Nous vous remercions pour votre soutien. Continuez à raconter ces histoires.